Bonjour à tous. Effectivement, je suis Morgane Lebaille, chef du service des bonnes pratiques à la HAS. Et donc là, l'objectif, c'est de vous présenter le cadre général des recommandations de la HAS, sans trop aller dans le fond, parce que Anaïs et Julie compléteront. En fait, ces travaux font suite à une saisine du ministère de la Santé. Justement, c'est en lien avec la décision de l'OMS de 2018 de dépsychiatriser justement la transidentité le parcours de prise en charge, et donc d'évaluer ses conséquences, justement de revoir la place de cette évaluation psychiatrique dans le processus de réassignation sexuelle hormonochirurgicale, d'évaluer un nouveau protocole tout en assurant la qualité et la sécurité des soins, et de structurer la prise en charge médicale, que ce soit au niveau du premier recours ou même en articulation premier recours et spécialiste. Il était demandé aussi de travailler sur la transidentité pour les mineurs. Donc ça, c'est des travaux qui vont avoir lieu dans un second temps. On va publier la note de cadrage début 2026. Et enfin, répondre aux attentes des usagers, dont la place est effectivement centrale dans la définition des parcours et de l'offre de soins. Donc, comme je le disais, avec la définition, la révision donc de l'OMS de la CIM, qui est la CIM 11, la transidentité n'est plus considérée comme un trouble mental, comportemental ou neurodéveloppemental. Donc on parle d'incongruence de genre dans la CIM 11 dans la partie affection liée à la santé sexuelle. Mais effectivement, ça ne recouvre pas pour autant toutes les situations de transidentité. Il faut savoir aussi qu'en 2009, la HAS avait déjà travaillé sur ce thème. Donc effectivement, on avait produit un rapport sur le transsexualisme. Donc il y avait un schéma comme dans d'autres travaux publiés à l'époque, avec une prise en charge d'abord de diagnostic, ensuite d'évaluation du trouble de l'identité sexuelle, le suivi avec une expérience en vie réelle et l'hormonothérapie et la chirurgie. Et donc effectivement, actuellement, les pratiques ne sont plus les mêmes qu'en 2009, heureusement, et justement, on n'est plus dans ce côté validation psychiatrique, ni non plus dans la partie expérience en vie réelle, qui était en fait proposée à la personne de vivre dans le sexe, dans les conditions réelles, entre guillemets, dans le sexe désiré, mais sans aide de l'hormonothérapie ni de la chirurgie. C'était vraiment uniquement les conditions et les interactions avec son entourage. Et donc l'objectif de ces travaux, c'est effectivement d'élaborer des recommandations dans le but d'améliorer l'accompagnement des personnes trans et leur prise en charge. Et donc les enjeux, c'était vraiment la diminution de l'errance de ces personnes, de leur stigmatisation, aussi de l'automédication, qui est un vrai sujet, notamment avec les hormones, la préservation des gamètes et une meilleure santé au global aussi. Donc le champ concerné, c'était la population des personnes adultes trans, puisqu'on va ensuite travailler pour les mineurs. Et les professionnels concernés, c'était à la fois les professionnels de premier recours, mais aussi les spécialistes du champ et médecins du travail et travailleurs sociaux. Et donc, pour le clin d'œil méthodologique, entre guillemets, c'est une méthode recommandation pour la pratique clinique. Donc, c'est la méthode classique qu'on utilise pour élaborer des recommandations de bonne pratique à la HAS. Justement, en fait, quels sont les fondements de ces recommandations? Donc, c'est un trépied que vous connaissez bien, donc avec la partie recherche documentaire, avec l'analyse critique de la littérature, avec une gradation du niveau de preuve, l'appui aussi sur les personnes concernées, donc qui partagent leur savoir expérientiel, et les professionnels de santé qui partagent aussi leur expertise, leur pratique. Et donc, tout cela amène à des recommandations et qui sont gradées justement en fonction du niveau de preuve ou justement de l'accord d'experts. Sur la méthode de recommandation pour la pratique clinique de manière très macro, donc on a, comme je l'évoquais pour la partie mineure, un cadrage avec la rédaction d'une note de cadrage où on définit les objectifs, les enjeux, la composition du groupe de travail de manière qualitative. Cette note de cadrage est validée par les instances de la HAS, donc commission et collège. Ensuite, il y a une constitution du groupe de travail. On a environ 20 personnes en général dans ces groupes de travail,
avec analyse des déclarations publiques d'intérêt. Donc c'est le CVDI, la commission qui analyse ces déclarations d'intérêt pour justement éviter tout conflit d'intérêts. Et ensuite un travail justement de rédaction de l'argumentaire sur la base de la littérature et de rédaction de recommandations. Et ensuite, ce travail du groupe de travail est soumis au groupe de lecture. Donc là, on est plutôt sur 60 personnes. Enfin, ça dépend, mais globalement, voilà, c'est plus que le groupe de travail, avec en général à peu près la même composition. Et donc l'objectif, c'est de recueillir justement les avis de ces lecteurs, parce qu'on a à la fois des commentaires et à la fois des cotations d'accords. Et ensuite, justement, le groupe de travail se réunit à plusieurs reprises pour analyser justement les retours du groupe de lecture. Et enfin, une fois que le groupe de travail a terminé, on resoumet à validation par la commission, par les instances de la HAS. Et donc, ça aboutit à plusieurs productions, donc à la fois des recommandations, l'argumentaire scientifique qui est plus l'analyse de la littérature et qui justifie justement tous les éléments de discussion et toutes les recommandations qui peuvent être proposées. Et après, il peut y avoir des outils complémentaires. Et donc, dans ce cas-là, on a proposé un parcours et aussi une fiche destinée aux médecins spécialistes en médecine générale. Je vous remercie pour votre attention.